Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Bain de minuit. Pièce radiophonique de Michel Averland, d'après un roman de Jacques Chabannes et René Havard. Avec, par ordre d'entrée en onde, Rosie Vart, Jacques Morel, Pierre Delbon, Jean-Claude Michel, Alain Beach, Henri Labussière et Henri Wilbert. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Francis Granal et Arlette Lehambre. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Allô? 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 Allô, ici le 3 Cavalaire. Mais bien sûr que je parlais, mademoiselle. Je parlais avec l'hôtel Miramar. Nous avons été coupés, oui. Bon, merci. Allô? Allô, l'hôtel Miramar? On nous avait coupés, oui. Alors, vous me disiez que monsieur Jacques Forestier n'est pas encore arrivé. Bon, je vais vous laisser un message pour lui. Un message très important. Dites à monsieur Forestier que Gisèle Glory, c'est ça, sera au Miramar à 11h comme convenu. Ouais. Surtout n'oubliez pas de faire la commission dès qu'il sera là. Oui, c'est tout, merci. Gisèle, tu viens de baigner? Bernard, mais qu'est-ce que... Quoi, je te fais peur? Mais non, bien sûr que non. Tu m'as surprise. J'avais entendu la voiture démarrer, je te croyais parti avec Jean-Paul. Tu vas pas chercher ton ami Étienne à la gare? Non, ma chérie. Jean-Paul est bien assez grand pour aller cueillir Étienne tout seul. Et puis, ça me disait rien de me promener dans Toulon par cette chaleur. Et surtout... Surtout quoi? Je trouvais que c'était une occasion de rester un peu seul avec toi. Je pensais que nous pourrions parler, nous baigner. Oh, tu détestes te baigner. Oui, mais j'aime être seul avec toi, Gisèle. J'en ai le droit. Enfin, du moins de temps en temps. Mais personne ne songe à te le disputer, ce droit. Pourquoi es-tu si nerveuse, ma chérie? Je t'ai dit quelque chose qui t'a déçu? Je ne suis pas nerveuse, Bernard, je suis pressée. Je viens de prendre rendez-vous avec mon coiffeur. Il faut que je file. Tant pis pour mon bain. Oh, non, voyons, mon chéri, mais ne faites pas cette tête-là. Si j'avais su... Veux-tu que je décommande mon rendez-vous? Mais bien sûr que non, ma chérie. Écoute, Gisèle, t'as bien 2 secondes. Alors parle-moi franchement. Tu sais que je t'aime, que tu peux tout me dire. Est-ce que ça t'ennuie tellement que nous ayons invité Étienne Dubois à nous rejoindre ici? Mais parle-moi du monde. Surtout si tu crois qu'il peut vous aider à terminer votre scénario. Mais je le crois pas, j'en suis sûr. Étienne est un garçon bourré d'idées. Comment est-il? Tu le connais? Je le connais évidemment. Évidemment, je sais qu'il était au lycée avec Jean-Paul et toi. Je sais aussi qu'il est inspecteur de police et qu'il s'occupe de crimes. Mais enfin, c'est tout. Gisèle, tu l'as vu, il est venu à notre mariage. Un grand type brun avec des yeux noirs. C'est plutôt vague comme description. Mais figure-toi que le jour de notre mariage, je ne faisais pas spécialement attention aux beaux garçons. Mais tu ne te rappelles pas qu'il nous a déjà aidés, Jean-Paul et moi, pour un autre film policier? C'est lui qui nous a fourni la documentation de Filles des rues. À ce moment-là, je jouais en tournée. J'ai trouvé le découpage du film terminé quand je suis revenu. Oui, ça c'est vrai, tu as raison. Mais je suis sûr qu'Étienne te plaira. C'est un chic copain, pas bête du tout, et puis pas compliqué pour un sou. Gisèle, t'as vraiment pas le temps de venir nager avec moi avant d'aller chez ton coiffeur? Non, Bernard, non, si je le faisais, je serais en retard pour le déjeuner. Je te répète que je file. Bon, écoute, fais vite. Tu sais comme je suis malheureux quand tu n'es pas près de moi. Bon, je ferai vite, c'est promis. De toute façon, je serai revenu avant l'arrivée de Jean-Paul et d'Étienne. Bon. Étienne. Salut Étienne. Pas trop crevé par le voyage? Oh Paul, salut vieux frère. Non, frais comme un gardon au contraire. Et rudement content de venir me dorer au soleil. Non, Bernard n'est pas là? Non, il est resté à la villa. Viens, la voiture est là en face. T'as des bagages? Non, juste une valise. Bon, alors allons-y. Viens. C'est quand même formidable ce pays. Quand je pense au temps qu'il faisait à Paris. Y a pas à dire, vous êtes chic de m'avoir invité. Mais si tu crois qu'on t'a demandé de venir à Cavalère pour que tu puisses jouer les touristes en vacances, tu te fourres le doigt dans l'œil, flic de mon cœur.
Dès ce soir, tu vas faire comme Bernard et moi. Quoi? Le nez au mur, la cigarette au bec et le verre de whisky collé dans la main. Tu vas te triturer les méninges comme les copains. Hein? Oui, on est en plein boulot, tu sais. Et ça marche mal. Ah oui, le scénario dont vous m'avez parlé au téléphone. Oh, minute. Hein. Ne dis pas le scénario sur ce ton-là, comme s'il s'agissait de n'importe quel scénario à la gomme. Hein? Il s'agit d'un chef-d'œuvre, signé Bernard Guelt et Jean-Paul Rivière, et dont le rôle principal sera joué par Madame Gisèle Glory soi-même. Ouais. Je suppose que vous me laisserez tout de même 5 minutes pour me tremper dans la Méditerranée de temps en temps. Bon. Au fait, qu'y a-t-il à la villa? Pas juste nous trois, Gisèle, Bernard et moi. Gisèle, Bernard et moi. Une vraie petite famille, quoi. Quel genre de femme est-ce, la fameuse Gisèle? Mais tu la connais. Bon, j'ai vu ses films. J'ai assisté à son mariage avec Bernard et tous les journaux m'ont appris qu'elle était aussi belle à la ville qu'à l'écran. Je sais aussi qu'on la surnommait l'incomparable. J'avais le procès à connaître quelqu'un. Son surnom la résume. Elle est incomparable. Une santé de fer. Une beauté que personne n'oserait discuter. Un grand talent. Un énorme succès. Et un bon mari. Si je comprends bien, c'est la reine des enquiquineuses. Même pas. Elle a un caractère en or. C'est la seule comédienne qui ne fasse jamais de crise de nerfs et qui arrive toujours à l'heure. Toi, mon vieux Jean-Paul, tu lui en veux toujours. De quoi? D'avoir rompu avec toi et d'avoir épousé notre gros Bernard. Non, inspecteur, non, tu guettes pas du tout, non. D'abord, c'est moi qui avais rompu avec Gisèle. Et ceci 2 ans avant qu'elle n'épouse Bernard. Ensuite, moi, je n'ai jamais éprouvé de sentiments bien violents pour l'incomparable. Excuse-moi, j'avais cru sentir un peu de rancune dans ton panégyrique. Et Bernard est au courant? De notre ancienne liaison? Ah, non. Nous prenons même toutes sortes de précautions qui te paraîtront peut-être un peu ridicules. Nous évitons de nous tutoyer. Enfin, que veux-tu? Je tiens au bonheur de Bernard. Parce qu'il est heureux. Comme un roi. Il en devient gâteux. Il adore Gisèle. Et c'est réciproque? Tu sais, je crois pas Gisèle capable d'adorer quelqu'un. À part elle-même. Elle est très gentille avec Bernard. Très bien, comme on dit. Ça, on ne peut pas le nier. Tiens, il y a 2 mois, par exemple, un certain Jack Forestier, un des pontes de la télévision américaine, tu connais, lui a offert un contrat superbe pour Hollywood. C'était la consécration mondiale, si tu veux. Et alors? Elle a refusé, pour ne pas faire de peine à Bernard. Oui. Et tu dis que c'est pas une amoureuse? Je me demande ce qu'il te faut. Jacques, à quoi penses-tu? Tu es bien? Je suis bien et je ne pense à rien. Et toi? Moi, je suis... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je t'aime, Jacques. Ma chérie. Quand j'ai reçu ta lettre et que j'ai su que tu seras au Miramar à 11h aujourd'hui, j'ai cru que j'allais devenir folle, que j'allais partir tout de suite sur les routes pour te chercher, pour être plus vite dans tes bras. Oh, tu imagines le scandale? Oh, tu ne penses qu'au scandale. Moi pas, je m'en moque. Je t'aime, c'est tout. Écoute, Gisèle, tu es trop compliqué pour moi. Si tu m'aimes, pourquoi tu refusais cet engagement à la télévision? Tu venais à Hollywood avec moi, et de loin, tout s'arrangeait. Tu rompais avec ton gros imbécile de Bernard, tout doucement, sans histoire, sans drame, et nous pouvions être heureux. Oh, mon pauvre Jacques. Mais c'est pas moi qui suis compliqué, c'est la vie. Non, j'ai pas osé quitter Bernard. Si tu avais vu dans quel état il était à l'idée de mon départ, je crois qu'il en serait mort. Tu as préféré que ce soit moi qui souffre. Non, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup souffert. Puis en tout cas, tu n'as pas mis longtemps à me trouver une remplaçante. Pour la télévision, oui. Il fallait bien. Le métier passe avant tout. Mais je n'ai quand même pas cessé de penser à toi, de te désirer, de te regretter. Oh, mon chéri, mon chéri. Non, Dieu merci, c'est fini tout ça. Non, bien fini. Maintenant, nous pouvons être heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais que nous n'allons plus nous séparer. D'abord, tu vas pas rester dans cet hôtel. Tu vas venir t'installer chez nous, à la villa. Tu es une ravissante femme. Je t'assure qu'il n'y a pas de femme plus raisonnable que moi. Tiens, j'ai mon plan.
Tout est très simple. Tu vas arriver à l'improviste. Mais- Tu auras lu dans les journaux que nous avons loué une villa à Cavalère pour que Bernard et Jean-Paul puissent terminer tranquillement leur scénario. Alors, comme par hasard, tu passais dans les environs, tu nous fais une visite de courtoisie, je te demanderai de rester dîner, et Bernard, qui a la manie d'inviter les gens, te suppliera de passer quelques jours avec nous. Voilà. Je t'adore. Mais je crois que j'aimerais te donner des rendez-vous ailleurs que chez toi. Nous ne nous verrons jamais seuls. Mais je te dis que Bernard et Jean-Paul travailleront toute la journée dans leur bureau, avec leur copain le flic. Bernard sera ravi que tu me tiennes compagnie. Quant à Jean-Paul... Bernard et Jean-Paul. Bernard et Jean-Paul. Que tu me parles de ton mari, c'est déjà agaçant. Mais que tu prononces constamment le nom de ce Jean-Paul, c'est trop. Mon chéri, Jean-Paul est l'associé de Bernard pour tous ses films. Nous avons toujours habité ensemble. Tu n'es pas jaloux de Jean-Paul tout de même. Et pourquoi pas? Il n'est pas amoureux de toi? Ah si, mon chéri, si. Mais moi, je ne l'aime pas. Pas plus que je n'aime Bernard. La seule personne qui compte dans ma vie, c'est toi. Dis-moi, quelle est cette histoire de flic qui vient aussi habiter chez vous? Encore jaloux. J'aime que tu sois jaloux. Je ne le suis pas. Je voudrais savoir, c'est tout. Oh, bon, Étienne est un ancien camarade de lycée de Bernard et Jean-Paul. Il vient leur donner un coup de main pour leur scénario. Tu vois? Oh mon Dieu, il est vraiment midi? Oh non, il faut que je file, mon chéri. J'avais dit à Bernard que j'allais chez le coiffeur. Je me donne un coup de peigne et je file. Tiens, Jacques, tu m'envoies mon sac? Merci. Alors, c'est promis? Tu viens à la villa ce soir? Qu'est-ce que tu dis? Je te demandais si tu venais à la villa ce soir. Ok, promis. Ah, voilà. J'ai une tête possible? Tu es merveilleuse. Non, il faut vraiment que je parte, mon chéri. Tu me raccompagnes un peu? Pour qu'on nous voie dans le hall de l'hôtel ensemble? Tu es folle? Ah bon? Tu as sans doute raison. À tout à l'heure, mon chéri. Alors, flic de mon cœur, tu ne crois pas que tu as suffisamment tiré ta flemme, non? On t'a laissé déjeuner, on t'a laissé faire la sieste, on t'a même laissé te baigner avec l'incomparable. Il serait temps que tu justifies un peu les frais que nous faisons pour toi. Oh, ne vous laissez pas impressionner, Étienne. Jean-Paul est odieux, mais ça lui Comment passe je- pas. Oh, Oui, mais Jean-Paul n'a pas bien tort. Si Ah. nous ne commençons pas à travailler, nous n'en sortirons jamais. Tu sais que les producteurs réclament le scénario à corps et à cri, Étienne. Que nous avons bien une idée générale, mais il nous manque le truc policier, le comment du crime. Oui, je vois. En somme, tu veux que je te fournisse un moyen de tuer. Bah, Bon, eh ben, donne toujours ton idée d'ensemble. j'y viens. Avant tout, je tiens à te prévenir que la victime est une femme. Oui, c'est pas merveilleux, ça, original et tout. Nous avions le choix entre deux possibilités, homme ou femme. Nous optons pour la femme. C'est ça le génie. Oui, bah, fais pas le pitre, Jean-Paul. Hein. Alors, voilà l'histoire. Un homme marié a une maîtresse. Ah. Oui, cette femme va quitter la France, l'homme veut la suivre. Il demande à sa femme de divorcer, mais elle refuse. Affolé à l'idée de perdre celle qu'il aime, le type décide de tuer sa femme. On ne doit pas me tuer au début du film, au moins. Mais non, ma chérie. Non, nous avons prévu un rôle beaucoup plus conforme à votre personnage, Gisèle. C'est à cause de vous que le pauvre type devient un assassin. Oh, attention. Il n'est pas question que je joue un rôle antipathique. Ne vous inquiétez pas, mon incomparable. Votre légende sera protégée, vous resterez l'innocence même, à l'écran comme à la ville. Bon. Le lys, dans toute sa froide pureté. Bon, tu crois pas que tu charries un peu, toi? Mais non, mon beau gros, mais non. Allez, continue, nous t'écoutons. Alors, notre problème est celui-ci. Il faut que le meurtrier combine son crime de telle façon qu'il soit pratiquement invulnérable du côté de la police. Et vous n'avez vraiment rien trouvé? Bah, rien. On sèche. Ah, on sèche lamentablement. Ouais. On a vraiment besoin de toi. Il nous faut une histoire solide. Parce que maintenant, au cinéma, c'en est fini de la facilité. Tu comprends? Les gens en ont marre des bagarres truquées, des crimes bidons. Ce que veut le public, c'est du vrai. Du cousu humain. Et du suspense, du suspense à en crever. Ouais. Que ça vous prenne là. Non, là. Et puis que ça ne vous lâche plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai peut-être quelque chose. Ah. Un crime parfait, ça vous irait? Du parfait, mais c'est le rêve de tous les auteurs, ça. Si tu nous arranges ça, t'es un frère. Allez, raconte. Est-ce qu'on n'a pas frappé? Qu'est-ce que tu dis? Non. Non, je n'ai rien entendu. Ah, je vous assure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le vestibule, moi. Ne crains rien, gros-père. De toute manière, la police est là. Tiens.
Excusez-moi, j'ai frappé, mais personne ne répondait. Et comme j'ai entendu vos voix... Oh, Jacques Forestier, quelle surprise! Comme c'est gentil à vous de ne pas avoir égaré notre adresse. Je passais par Cavalaire et je n'ai pas pu résister au plaisir de faire une petite visite. Oh, merci. Bonjour Forestier. Enlève donc mon gros, je vais faire les présentations. Étienne, je te présente Jack Forestier, l'un des plus importants producteurs de la télévision américaine. Le Peanut Boy de Hollywood. Eh bien, vous blaguez toujours. Et non, mais c'est lui qui a essayé d'enlever à la France son incomparable. Mais c'est lui, et Gisèle a refusé, il n'en est pas encore revenu. Pas vrai, Forestier? J'avoue que je ne connais pas beaucoup de femmes qui préfèrent leur mari à un séjour à Hollywood. Trêve d'attendrissement. Jack, voici notre vieux copain Étienne Dubois. Un as de la police parisienne. Oh. Ah, si, il est venu travailler avec nous à un scénario. Enchanté. Ah, un scénario policier alors. Dites vite de quoi il s'agit. Et si c'est bon, je vous l'achète. Mais c'est qu'il serait bien capable de le faire. Je plaisantais. Je ne voudrais pas enlever un rôle à Gisèle Rose. Oh, merci Forestier, vous êtes très gentil. Vous vous asseyez? Ah, vous dînez avec nous, n'est-ce pas? Bon, c'est parfait. Nous nous remettons à travailler. Étienne, comment l'homme qui m'aime va-t-il tuer pour me garder à lui? Voilà, je vous préviens qu'il s'agit d'un cas réel dont j'ai eu à m'occuper et qui colle assez bien avec votre idée générale. La victime était aussi une femme, et c'est bien son mari qui a tué. Bon, l'histoire vraie est plus sordide que la vôtre. En fait, il s'agissait moins d'amour que d'une grosse prime d'assurance. Quelle horreur! Nous préférons l'amour. Le mari criminel était représentant. Il a fait semblant de tomber malade. Il a demandé à sa femme de le remplacer pour un voyage d'affaires urgent, indispensable. La femme a accepté. Avant le départ, il lui a fait boire un somnifère. Elle s'est endormie au volant de sa voiture. Accident. Des débris de la bagnole, on a retiré un cadavre déchiqueté. Tout le monde a plaint le pauvre Vincent. Oh, quelle horrible histoire. Moi, je trouve ça très bon. Hein? Ah, très bon, très utilisable en tout cas. Mais attends, je voudrais savoir comment le meurtrier s'est fait prendre. Oh, il s'est affiché trop vite avec une fille et il s'est trop pressé de dépenser l'argent de l'assurance. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Une fois interrogée, la fille en question s'est mise à table. Elle nous a fourni tous les éléments nécessaires pour épingler le type. Oui, je vois. C'est pas mal, ça, hein? Ah, oui. Mais il faudra que nous trouvions autre chose parce que nous ne pouvons pas compromettre notre blanche Hermine dans le crime de son amant. Ah, évidemment, mais maintenant que nous savons comment le type va tuer, nous pouvons étudier sérieusement les détails. Et qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Jack? Elle me plaît, mais elle me donne un peu, comment dites-vous, froid dans le dos. Pourquoi? Vous n'avez pourtant pas de femme qui veuille vous quitter pour un autre, que je sache. Eh oui, ce serait une assez jolie variante du scénario. La mer est belle, vue d'ici. Tu trouves pas? Oui, très bien. C'est vrai que la Californie ressemble un peu à la Côte d'Azur? Oui, si on veut. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai eu tort d'accepter l'invitation de ton mari. Oh, tu es fou? Tu n'es pas heureux d'être près de moi? Si, Gisèle. Mais je ne sais pas comment dire. Depuis le temps que je suis ici... Oh, tu dis ça comme si tu étais là depuis 10 ans. Tu es arrivé avant-hier. Tu t'ennuies déjà? Non, mais... Mais quoi? Je ne sais pas comment dire. Je trouve l'atmosphère de cette maison étrange. Oh. Je trouve aussi que ton mari et Jean-Paul sont d'une nervosité inquiétante. Nous sommes en plein travail. Construire un scénario, il y a de quoi rendre les gens nerveux, non? Je sais bien, mais il y a autre chose. Bernard est bizarre. Bernard bizarre. Mon chéri, tu perds l'esprit. Bernard est un bon gros. Un bon gros, oui. Il est toujours aimable, toujours souriant. Mais son rire a l'air faux. Et si tu veux mon avis, je crois qu'il nous suspend. Oh, tu es fou. Non, mais assez parlé de Bernard. Viens, nous allons profiter de ce clair de lune. Et ne penser qu'à nous, s'il te plaît. Mais les autres, ils vont nous chercher. Oh, tu les connais pas. Ils vont rester enfermés dans le bureau jusqu'à 4 heures du matin, comme tous les jours. Tout de même... Allons, ne sois pas stupide. Viens. Eh ben, je crois qu'on commence à voir le bout de notre histoire. Oui, on dit ça et puis on s'aperçoit qu'on a encore 8 jours de boulot. Qu'en pense monsieur l'inspecteur principal?
Bah, pour ne rien te cacher, il en a marre. Mais il voudrait aller se coucher et dormir et ne plus penser à vos crimes sur le papier. Pourquoi tu préfères les vrais? Bah non, je préfère pas. Non. Non, mais je préfère pas, mais je suis fatigué. Hein. Fatigué. Je suis fatigué. Petite nature. Va. Fonctionnaire, va. Oh, toi, mon vieux. Bon, écoutez, vous battez pas, et si vous reste encore un peu d'énergie, utilisez-la pour le scénario. Tu trouves qu'on en a pas assez fait pour ce soir? Qu'est-ce qu'il te faut encore? Bah, il y a quelque chose qui reste flou pour moi. C'est cette histoire d'autopsie. Si on ouvre l'estomac de la victime, on retrouvera bien le somnifère qu'elle a absorbé, non? Alors, Jean-Paul me posait la même question tout à l'heure. Ah, D'abord, oui. d'abord, ça dépend du somnifère. Ouais. Il y a des trucs comme la morphine qui laisse peu de traces. Et puis ça dépend aussi de la quantité. Ton assassin n'a pas besoin d'en faire avaler des kilos à sa bonne femme, quoi. Après tout, il est pas pressé. S'il rate son coup ce jour-là, si elle s'endort pas, bah, il peut recommencer le lendemain. Ah oui, mais j'aimerais mieux que tu trouves un produit qui disparaisse dans l'organisme. Pourquoi? Pour avoir un crime vraiment parfait. Mon vieux, si je connaissais un produit comme celui-là, je ne te donnerais pas son nom. Oh, t'as peur que nous commettions un crime dans la réalité? Voilà, exactement. C'est ça. À cause de la censure, alors, non? Entre autres choses, oui. Et avoue que pour une fois, la censure aurait raison. Je vois pas où tu veux en venir. Non, mais il a peur d'avoir trop de boulot au quai des Orfèvres. Quelle blague. Non, c'est pas une blague. Non. Quand un poison est en vente libre, on empoisonne davantage. Il y a des tas de gens qui ne deviendraient jamais des assassins si on ne leur mettait pas une arme entre les mains. Mais un peu élémentaire, ta psychologie. Pas autant que tu crois. En fait, je peux te prouver. Écoutez les enfants, moi je vous aime bien, mais je vous laisse discuter. Hein. Je suis fourbu, je vais faire un tour. Je croyais que tu voulais un poison. Oui, mais la morphine me va, mon vieux. Puis je te répète que je vais faire un tour. C'est bon, Ah. c'est bon, on va retrouver ta Gisèle. Va, mon gros, va. Puis nous, on débraille aussi. Allez, viens, Étienne, tu viens? Non, attends un moment. Je voudrais revoir avec toi la scène, tu sais, entre l'inspecteur et le commissaire. Oh, bah bon courage, hein. Merci, Bernard. Bonsoir. Ciao. Tu voulais me parler? Ouais, t'as compris ça tout seul? Bah, ça crevait les yeux, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Paul, ça ne me regarde pas. Mais. Oui, on dit toujours ça ne me regarde pas, mais... Bon, j'ai eu tort de tourner autour du pot. Écoute, je trouve que tu joues avec le feu. Bon, de quoi s'agit-il? Vas-y. De Gisèle. Hein? Ah, laisse-moi parler, tu veux? Que tu me mentes en me disant que tout est fini entre Gisèle et toi depuis des années, je veux bien. Ça, c'est classique et inoffensif. Mais qu'après avoir multiplié les protestations d'amitié pour Bernard, après m'avoir parlé avec des trémolos dans la voix, du bonheur de Bernard, tu emmènes sa femme dans les bois en pleine nuit pour lui montrer le clair de lune, c'est trop, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, je t'ai vu dans le bois de pin la nuit dernière, Jean-Paul. Tu étais avec Gisèle, je vous ai vu. Et Bernard aurait pu vous voir aussi bien que moi, si toutefois il ne l'a pas fait. Tu dis que tu nous as vus? Enfin, je ne voyais pas Gisèle, mais j'entendais son rire. Il y avait un homme avec elle. Un homme qui n'était pas Bernard, qui ne pouvait être que toi. Et qui n'était pas moi. Comment pas toi? Eh ben non. Et alors? Eh ben alors, réfléchis 2 secondes. Américain? Bah, Mais oui, évidemment. Bah, excuse-moi, mon non, pas de quoi, t'as bien fait de me prévenir. Il est temps que j'intervienne si je veux éviter des catastrophes. Bonjour Gisèle. Salut Jean-Paul, bien dormi? Mal, merci. Oh non, alors ne faites pas cette tête-là. Vous travaillez trop en ce moment, ça passera. Vous venez m'aider à préparer la bouillabaisse? Non, Gisèle. Je viens t'aider à ne pas gâcher ton existence et celle de Bernard. Et pour la circonstance, tu me tutoies. Tu as toujours eu un merveilleux sens du dialogue. Écoute, Gisèle, c'est sérieux. Étienne t'a vu dans le bois la nuit dernière, avec Jacques Forestier. Si ça t'intéresse, j'y étais aussi cette nuit. Garce. Tu souffres, Jean-Paul? Ou tu viens vraiment me parler de ton amitié pour Bernard? Ta soi-disant amitié? Tais-toi, je t'en prie, tais-toi. Comme tu voudras. Mais alors, toi, parle. Étienne m'a vu avec Jacques. Et alors? Si Bernard savait que tu flirtes... Je ne flirte pas avec Jacques. Je l'aime. Ce que tu veux dire avec ton « je l'aime », tu l'aimes vraiment? Vraiment. Et quand il partira, je le suivrai. Mais tu ne te rends pas compte que Bernard est capable d'en crever? Eh bien, qu'il en crève. Je vais te dire une bonne chose et tu pourras l'expliquer à ton ami le mouchard. Je ne peux plus supporter Bernard. Tu comprends ce que ça veut dire? Je ne peux plus supporter sa sollicitude, sa tendresse, ses attentions. Je ne peux plus supporter sa peau. Tout ce que j'éprouve pour lui, c'est de la pitié. Et à force d'avoir pitié des gens, on en arrive à les détester. J'avais bien compris. L'arrivée de Forestier était prévue, préparée. Elle l'était. C'est du propre. T'es pas très jolie, je suis d'accord. Et ta carrière. Et nos films. On fait des films en Amérique.
Et ce forestier t'aime aussi, bien entendu. Je n'ai jamais été plus heureuse. Ce détail te suffit? Alors Gisèle et vous, c'est le grand amour. Vous êtes fou. Qui vous a raconté ce bobard? Gisèle. Si Gisèle vous l'a dit, oui, c'est vrai, je l'adore. Suffisamment pour que vous fichiez en l'air la vie de Bernard? Vous ne croyez pas que vous dramatisez un peu? Je ne crois pas, non. Je connais Bernard. Si sa femme part avec vous, il est capable de faire n'importe quoi. Mais je n'ai pas l'intention d'amener Gisèle en Amérique. Je lui ai demandé de signer un contrat pour la télévision. Elle a refusé et j'ai engagé quelqu'un d'autre. Je suis venu ici pour la voir, pour finir les vacances en beauté. Et hier soir, dans le bois de pin, vous ne lui avez pas dit que vous alliez l'emmener? Le bois de pin? Ah, bien, vous êtes renseigné. Si, j'ai pu lui dire quelque chose comme ça. Mais ce qu'on raconte dans ces moments-là n'a aucune importance. Vous croyez ça, mon vieux? Seulement Gisèle, elle vous a pris au sérieux. Et elle est décidée à vous suivre. Ce n'est pas possible. Malheureusement, si. Mais je ne peux pas l'emmener. Vous ne savez pas ce que c'est que Hollywood. Un village de puritains. Et si j'arrivais avec Gisèle dans ces conditions, ça ferait un scandale à tout casser. Et ma carrière serait finie. Même si j'étais fou d'elle, je ne risquerais pas ça. Et je ne suis pas fou d'elle. Alors c'est tout simple, dites-lui que vous ne l'aimez pas et fichez le camp. Comme vous dites. C'est tout simple. Ben écoutez, mon vieux, vous vous êtes fourré dans un sale guêpier. Il faut vous en tirer au plus vite. Alors inventez n'importe quoi, une histoire de télégramme qui vous rappelle d'urgence, je sais pas moi, mais filez. Ah, les femmes. Bon. OK. C'est d'accord pour le télégramme. Qu'est-ce que tu veux dire avec cette histoire de télégramme? C'est pas sérieux tout de même. Si. Il faut que je parte, Gisèle. Que je parte immédiatement. Bon, je pars avec toi. Non, Gisèle. Non, ce n'est pas possible. Mais je t'aime, Jacques, et je sais que tu m'aimes. Alors pourquoi ne pas essayer d'être heureux? D'être heureux tout de suite, puisque nous en avons l'occasion. Non, Gisèle. Réfléchis. Tu crois peut-être que je n'ai pas réfléchi depuis hier. Non, je suis plus que jamais décidée à te suivre. Tu ne comprends pas, Gisèle. Je veux partir seul. Et tu crois que je te laisserai faire? Mais je t'aime, tu entends? J'ai jamais aimé que toi. Je ne veux pas te perdre. Tais-toi, Bernard pourrait t'entendre. Je me moque de Bernard. Tu sais ce que je vais faire? Tout lui avouer à Bernard. Et partir comme ça au grand jour. Tu es folle. Oui, je suis folle de toi. Le reste n'a aucune importance, je t'aime. Dans notre métier, c'est surtout le reste qui compte, Gisèle. Mais alors, tu ne veux plus de moi? Mais tu ne m'aimes pas, Je veux simplement que nous soyons raisonnables. Raisonnable. Tu as de ces mots non raisonnables. Comme si j'étais encore capable d'être raisonnable. Non, pour rien au monde, je te laisserai partir seule. Je peux pas vivre sans toi. Je me moque de mon métier, je me moque de ma carrière, de tout. Je suis une femme, une simple femme qui veut être heureuse. Mais il n'y a pas de mais, je te suis. Tu n'es pas seule à décider, Gisèle. Ah, je vois. Alors, tout est fini, n'est-ce pas? Oh, ne dis pas le contraire. Gisèle... Bon, c'est parfait, Jacques. Je ne vais pas me ridiculiser plus longtemps. Tu veux partir, eh bien pars. Je ne te retiendrai pas. Gisèle, tu... De quoi tu peurs encore? Je te dis que je te laisse partir. Tu crois peut-être que je vais faire un drame? Oh, tu me connais bien mal, mon petit Jacques. Au fait, qu'est-ce que tu préfères? Partir tout de suite ou attendre le dîner? Gisèle, te voilà, où étais-tu? Toi, je t'ai cherché partout. Ton ami Jacques voulait te dire au revoir et il m'a chargé de le faire pour lui. Je vous attendais sur la plage. Je croyais que nous devions prendre un bain de minuit. Bah oui, ma chérie, mais ça n'est pas encore l'heure. Dis donc. Quoi? Tu trouves pas qu'il est un peu godiche, ton américain? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, bah écoute, le coup du télégramme m'a paru plutôt usé. Tu crois qu'il s'ennuyait ici? Non, mais je crois qu'il est amoureux de toi, tout simplement. Et ça te gêne? Oh, tu dis ça sur un ton. Non, bien sûr, ça me gêne pas. Enfin, ça me gêne pas tant que toi, tu n'es pas amoureuse de lui.
Ça, évidemment, mon pauvre Bernard, c'est ce qui changerait tout. Où sont les autres? Quoi? Je te demande où sont Étienne et Jean-Paul. Bah, excuse-moi, mais j'avais pas entendu. Je sais pas où est Étienne, mais Jean-Paul est dans la cuisine, il fait chauffer du café. Jean-Paul? Ouais. Ah, ben voilà votre jus. Mais il sera infect. Qui prend du café? Tout le monde. Surtout si nous voulons travailler après le bain. Ah, Étienne, où étais-tu? Je faisais un tour. Dites donc mes enfants, il est -5, il faudrait songer à se préparer. Un bain de minuit, ça se prend à minuit pile. Et si on faisait plutôt un bridge avant d'aller se coucher? Oh non, mon gros-père, non. Bon, alors écoutez, si on allait se pioter tout de suite comme d'honnêtes travailleurs, moi je suis claqué. Tu t'écoutes trop, mon vieux. L'autre rafraîchira les idées. Tu n'en travailleras que mieux après. Bon, bah, tu dois avoir raison, comme toujours. Eh ben, allons-y, mais vite. Allez, au bain, les enfants, au bain. Allez, allons, tout le monde allons. Tu passes la serviette, Étienne? Tiens. Eh ben, il fait pas chaud, hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un drink bien tassé, hein? D'accord. Ce serait peut-être plus gentil d'attendre les autres, non? Hey, les amoureux, appliquez en vitesse. On gèle ici. Oh là là là. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce que vous avez appris comme ça? Nous vous attendions pour aller boire un verre, très cher. Vous admiriez le clair de lune? Comment le trouvez-vous ce soir? Superbe, merci. Ah, hein? Morose, mon incomparable. Je vous en prie, Jean-Paul. Étienne, vous n'avez pas vu Bernard? Non. Non, je me suis baigné ici. Et moi, je l'ai vu dans l'eau il y a 10 minutes et il nageait dans votre direction. J'ai vu personne, j'ai poussé une pointe au large et je suis revenu tout de suite. J'aurais dû le croiser. Bernard! Bernard! Mais qu'est-ce qu'il fait? D'habitude, il prend juste la vague et il revient. Bernard! Il était fatigué ce soir. Il s'est peut-être arrêté sur un rocher pour souffler un peu. Bernard! Bernard! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Oh, s'il avait eu une crampe, il nous aurait appelé. Bernard! Enfin, c'est pas normal, ça. Bernard! 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 Il répond pas. Il lui est sûrement arrivé un accident. Bernard! Mon Dieu, mais faites quelque chose! On peut pas le laisser comme ça! Bernard! Bernard! Vous êtes inspecteur de police, n'est-ce pas, monsieur Dubois? Oui, docteur, mais j'appartiens aux brigades parisiennes. Je ne suis ici qu'en vacances. Ah, triste fin de vacances pour vous. Bernard Gelt était un de vos amis, je crois. Oui, un ami d'enfance. Comme Jean-Paul Rivière. Rivière. Ah oui, cet homme qui s'accuse d'avoir provoqué l'accident. Dites-moi, il n'a pas l'air très équilibré. Oh, il faut comprendre, docteur. Nous avons passé toute la nuit à chercher le corps de Bernard. Et puis, hier soir, Bernard n'avait pas envie de prendre ce bain et c'est Jean-Paul qui a insisté pour qu'il vienne avec nous. Ah, monsieur Gelt ne se sentait pas bien? Un peu fatigué. Docteur, vous ne pensez tout de même pas qu'il a eu une crampe? Ah non, non, non. Vous étiez tous en train de vous baigner autour de lui. La nuit était tranquille. S'il avait eu une crampe, il aurait appelé, vous l'auriez entendu. Alors pour vous, il s'agit d'une congestion? Monsieur Gelt ne devait pas être en excellente santé. Il était un peu obèse. Cholestérol, hypertension. Dans ce cas-là, la congestion est toujours possible. Et ce n'est la faute de personne. Votre ami n'aura d'ailleurs pas souffert longtemps. Il a dû couler comme une pierre. Dites-moi, docteur, si on procédait à une autopsie, on pourrait avoir une certitude? Ah, naturellement. Mais où voulez-vous en venir, inspecteur? Une simple déformation professionnelle, docteur. Oui. Oui. Eh bien, je vous signe le permis d'inhumer. Voici. Au revoir, inspecteur. Au revoir, docteur. Alors, je voudrais Paris, mademoiselle. Oui. Turbigo 92-0. C'est une priorité. Oui, c'est ça, oui, la police judiciaire, quai des Orfèvres. Alors, monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez bien fait de venir à Toulon pour m'avoir, Dubois. Ce matin, quand votre chef m'a appelé de Paris pour m'annoncer votre visite, je n'étais pas très chaud.
Après tout, ni les gendarmes, ni le médecin légiste ne sont des novices, et ils concluaient à l'accident. Oui, mais maintenant, vous voyez que j'ai les raisons sérieuses de croire qu'il y a eu meurtre. Peut-être même plus sérieuses encore que vous ne l'imaginez. Les motifs de drame passionnel que vous m'avez énumérés sont intéressants, mais il n'aurait pas suffi pour me convaincre. Ce qui change tout, c'est que vous avez donné à ces gens une véritable marche à suivre pour tuer, et que vous l'avez puisé dans un fait divers authentique. Ainsi, vous pensez comme moi que Bernard a dû absorber un somnifère avant de prendre ce bain de minuit? Oui, mais il y a plus. Puisque nous en sommes à vos conseils à un futur assassin, je dois vous signaler qu'un autre crime a vraisemblablement été commis. Crime qui collerait encore mieux, si j'ose dire, avec votre fameux scénario. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas remarqué que j'ai passé un coup de fil tout à l'heure et qu'on m'a apporté un rapport? Oui, mais... Oui, mais enfin, vous n'avez pas écouté le coup de fil et vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce rapport. Ah ben, je vais vous le dire. Ce rapport est le résultat d'un petit complément d'enquête que j'ai fait faire pendant que vous parliez. Je comprends pas. Vous allez comprendre. Un accident de voiture s'est produit il y a 36 heures. Les accidents de voiture ne concernent pas la brigade criminelle. Et je ne m'y serais pas intéressé si un nom que vous avez prononcé n'avait pas attiré mon attention. Quel nom? Forestier? Forestier, exact. Jacques Forestier. Sa voiture s'est jetée contre un arbre à la sortie de Toulon. Il a été tué sur le coup, 1 heure à peine après avoir quitté Cavalère. Cette fois, le meurtrier a fidèlement suivi vos instructions, Dubois. Et vos amis sont dans de sales draps parce que je vais être obligé d'aviser le parquet. Voilà où en sont les choses. Le parquet est prévenu, on va procéder à l'autopsie de Forestier et aussi à celle de Bernard. J'ai tenu à vous prévenir tous les deux. Trop aimable de ta part. Je voudrais comprendre. Tout ça me paraît tellement monstrueux. Eh bien, c'est pourtant clair. Notre vieux copain, l'inspecteur Étienne Dubois, accuse l'un de nous d'avoir assassiné et ton mari et ton amant. Actuellement, il s'apprête à recevoir des aveux et à passer les menottes au coupable. Mais c'est pas possible. Étienne, vous vous êtes monté la tête. Vous êtes victime de votre déformation professionnelle. Il s'agit de 2 accidents. De 2 accidents tragiques, affreux. Mais vous ne pouvez pas soupçonner Jean-Paul d'avoir tué 2 hommes. Quoi? Je sais qu'il est amoureux de moi, oui. Mais il se trouve tout à fait à son aise dans cette situation d'éternel jaloux. Ces morts ne lui rapportent rien, au contraire. Au contraire, grâce à sa collaboration avec Bernard, il vivait près de moi. Et c'est fini, mais Gisèle, mais c'est toi qu'Étienne soupçonne. Quoi? D'ailleurs, le poison, c'est une arme de femme. Oui, tu crânais après le départ de Jack. Mais je te connais bien, tu étais livide de rage. Tu n'aurais jamais pardonné à Jack de t'avoir lâché, toi, l'incomparable. Ni à Bernard d'être cause de ce départ. J'avais aucune raison d'en vouloir à Bernard. Oh, Jacques ne m'avait rien dit, mais je suis sûre que c'est toi qui l'as décidé à partir. Tu as toujours manœuvré pour éloigner de moi tous les hommes. Parce que je tenais au bonheur de Bernard. Oh non, ne dis pas ça, pas à moi, hein. Le bonheur de Bernard, ton amitié pour Bernard. Ah, tu me permettras d'en douter, de cette belle amitié. Tu avais trop de plaisir à le diminuer, constamment à mes yeux. Ouais, à le traiter de pauvre gros, naïf et ridicule. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de dire des choses dangereuses? Exactement le genre de choses que les complices se jettent à la tête quand ils sont pris. Tu es vraiment ignoble. Oh, de toute façon, notre amitié est fichue. Mais au moins, croyez-moi quand je vous supplie de vous taire. Moi, je pars. Je vais prendre une chambre à Toulon. Je serai sûrement interrogé comme témoin par mes collègues. Tout ce que je peux vous conseiller, Gisèle, c'est de téléphoner à un avocat parisien. Et toi, Jean-Paul, tu ferais mieux de te séparer d'elle. D'aller habiter l'hôtel. Il a raison, va-t'en, Jean-Paul. Va-t'en vite. Et vous aussi, Étienne. Filez tous les deux. Filez avant que je vous mette dehors, vous entendez? Madame Gisèle Glory, Monsieur Rivière, je suis le commissaire Bedos. C'est moi qui vous ai convoqué. Si vous voulez bien entrer dans mon bureau. Vous aussi, Monsieur Rivière. Je n'ai pas besoin de vous présenter l'inspecteur Dubois, n'est-ce pas? Monsieur le commissaire, s'il s'agit là d'une confrontation ou d'un interrogatoire, j'aime mieux vous prévenir que je ne parlerai qu'à un juge d'instruction. Et en présence d'un avocat. Gisèle, je te conseille d'en faire autant. J'ai aucun conseil à recevoir de vous. Gisèle, Jean-Paul, je vous prie. Voulez-vous vous asseoir, Monsieur Rivière? Inspecteur Dubois, laissez-moi m'expliquer avec vos amis.
Si vous me permettez de vous le dire, votre attitude à tous les deux est très instructive pour un officier de police. Vous me donnez l'intéressant spectacle de deux innocents se conduisant comme s'ils étaient des coupables. Les innocents? Vous semblez surprise, Madame Glory. Pourtant, vous avez soutenu hier à mes inspecteurs que ni M. Rivière, ni vous n'étiez pour quelque chose dans la mort de votre mari. Mais naturellement. Pas plus que dans celle de M. Forestier. Mais naturellement, il s'agit de deux accidents. Il s'agit de deux homicides, madame, et le coupable a avoué. J'ai reçu cette lettre. Elle était partie avant-hier d'ici. Elle est allée à Paris, on me l'a fait suivre. Mais alors, explique-toi. Une lettre de qui? On a été deviné, mon vieux. Une lettre de Bernard. Il a dû la glisser dans la boîte juste avant de nous rejoindre pour ce dernier bain de minuit. Oh non, non pas Bernard. Laissez-moi vous lire cette lettre. Elle m'est adressée, mais il l'a écrite pour nous trois. Mon cher Étienne, je pense que tu es le plus qualifié de nous tous pour savoir quand il faudra remettre cette lettre à la police, si cela devient nécessaire. Au moment où je t'écris, Jacques Forestier doit être mort. Avec la dose de somnifère que je lui ai versée, il n'a pas pu aller bien loin. Et au moment où tu liras cette lettre, vous serez en train de vous attendrir sur la fin prématurée de votre pauvre gros. Mais je ne suis pas un bon gros, Étienne. Je suis compliqué. Je suis jaloux, torturé. Et je ne peux pas vivre sans l'amour de Gisèle. Lorsque j'ai vu arriver Forestier l'autre jour, j'ai compris qu'elle l'avait fait venir et que j'étais fichu. Il a décidé de partir seul, mais j'ai observé le visage de Gisèle pendant ce dîner. Elle serait allée le rejoindre. Et ça, je ne le veux pas. Je ne peux pas le supporter. Le seul moyen d'empêcher ce départ, utiliser ton scénario. Pourquoi, ayant tué Forestier, je décide de mourir aussi? Mais parce que je sais que Gisèle ne pourra plus m'aimer. Parce que je suis trop gros, trop laid. Parce qu'il est trop tard pour la reconquérir. Pauvre Gisèle, je lui fais du mal, mais elle m'en a fait aussi. Surtout, demande-lui pardon pour moi. Et dis-lui que je lui pardonne. Là où je suis, il n'y a pas de place pour la haine. Adieu, Étienne, si jamais je cale au dernier moment, je n'aurai qu'à dire que je n'ai pas envie de me baigner. Jean-Paul me forcera à le faire. Il a toujours su m'obliger à prendre les bonnes décisions. Adieu, Étienne. Adieu, Jean-Paul. Veillez bien sur Gisèle. C'est atroce. Je crois que c'est à mon tour de vous demander pardon à tous les deux. La vérité aurait dû me sauter aux yeux. Pauvre Bernard. Pauvre gros. Comme il a dû souffrir. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Heureusement pour nous que I.C.R. Lorac a laissé dans ses tiroirs plusieurs manuscrits. Le manoir de la Douairière, publié par Le Masque, est de ce nombre. Qu'on ne se laisse pas rebuter par ce titre démodé. Il cache un roman d'une certaine hardiesse et un personnage saisissant. Nous voyons au début un ménage des plus sympathiques. Le jeune docteur Raymond Ferenc et sa gaie jeune femme arrivés dans un village perdu du Devonshire. Affaibli par une affreuse captivité aux mains des Japonais et par un stage très dur dans les districts miniers du centre de l'Angleterre, le docteur Ferenc a été heureux de prendre la succession du vieux docteur Brown et de trouver pour se loger une maison qui dépend du château et des terres de Lord et Lady Reading. Paisible clientèle rurale, beaux jardins fleuris, campagne magnifique, voisins obligeants, tout serait pour le mieux s'il n'y avait pas à peu de distance un home d'enfants dirigé par une infirmière, Sister Monica, sous le contrôle de Lady Reading, l'autoritaire châtelaine, et du docteur Brown qui s'est réservé cette dernière activité. Cette Sister Monica est une étrange personne sur laquelle les Ferenc ne recueillent qu'un concert de louanges, à savoir qu'elle est merveilleuse.
Cependant, sa haute taille, son comportement hypocrite, son maintien à la fois désuet et théâtral, son ingérence dans les affaires du pays, inspirent au Ferenc une insurmontable aversion. Mais de quoi se mêlerait-il? Le home est admirablement tenu, et si les enfants soumis à une discipline de fer sont certainement terrorisés, il n'y a aucune preuve, ni de négligence, ni de sévices. Sans doute est-ce la seule et glaciale personnalité de Sister Monica qui est à l'origine d'une atmosphère digne par moments de Dickens. Et voici que peu à peu des fissures se forment dans le bloc d'admiration compacte qui entoure Sister Monica jusqu'au moment où on la trouve noyée dans le bief du moulin. Il y avait donc quelqu'un qui ne trouvait pas Sister Monica merveilleuse, car le crime, quoi qu'on en pense, ne fait pas de doute, et il faut que le chef-inspecteur MacDonald, délégué par Scotland Yard, vienne en personne pour en découvrir l'auteur. Le manoir de la Douairière par E.C.R. Lorac est un suspense des plus attachants. Il est publié dans la collection Le Masque. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. La popularité d'Alfred Hitchcock nous vaut une série de reprises de ses vieux films. Ne nous en plaignons pas, c'est peut-être dans ses anciennes réalisations que nous trouvons le meilleur de lui-même. Dans le cadre de ces reprises, on vient de nous donner Une femme disparaît. C'est en 1938 qu'Hitchcock a tourné cet excellent scénario, 2 ou 3 ans, je crois, après Les 39 marches, qui reste l'un des chefs-d'œuvre du film d'espionnage. Dans Une femme disparaît, c'est encore la lutte entre des agents secrets internationaux qui nous est montrée. Le drame est conduit de main de maître, les effets surgissent au bon moment et l'auteur sait doser tous les ingrédients comme un bon maître-queux, drame, comédie, humour, suspense et même à l'occasion un brin de terreur. C'est de la bonne cuisine. On s'aperçoit d'ailleurs à voir aujourd'hui ce film, vieux de plus de 20 ans, que le genre où Hitchcock excelle, c'est l'humour. Ses œuvres les plus réussies sont celles où il se fait le complice du spectateur, où il ne prend jamais ses personnages au sérieux, ni lui-même. Par exemple, La mort aux trousses, ou L'homme qui en savait trop, ou encore Mais qui a tué Harry. Ces films-là sont très supérieurs à Sueur froide, par exemple, où le crime était presque parfait. Une femme disparaît est de la même veine que Les 39 marches, ou que La main au collet, c'est-à-dire les meilleurs. Les Anglais, d'ailleurs, avaient bien compris la leçon. Dans Tueur de dames, de l'excellent metteur en scène McKendrick, ils avaient exploité non pas la même situation, mais des personnages qui pouvaient, dans une certaine mesure, être comparés à cette vieille dame que joue avec tant d'humour et de malice Dame May Whitty, qui était vraiment l'une des comédiennes les plus fines du cinéma britannique. Si l'on reprend dans vos parages Une femme disparaît, ne manquez pas d'aller le voir ou le revoir. C'est une œuvre savoureuse, piquante, pleine de ces clins d'œil qui font le charme d'Hitchcock. Pas celui de Psychose, bien sûr, mais celui qui n'était pas encore le maître du suspense et qui n'interdisait pas l'accès de la salle aux spectateurs quand son film venait de commencer. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le bain de minuit. Pièce radiophonique de Michel Averland, d'après un roman de Jacques Chabannes et René Havard. Avec, par ordre d'entrée en onde, Rosie Vart, Jacques Morel, Pierre Delbon, Jean-Claude Michel, Alain Beach, Henri Labussière et Henri Wilbert. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Francis Granal et Arlette Lehambre. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Marie-Denise Vonda. Réalisation, Pierre Billard.